Hey, salut la gang, c'est JP et sa moustache pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de jeter un coup d'œil aux jeux qui ont été annoncés à SN 2020 il y a de cela quelques jours. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, basé sur vos suggestions dans mon dernier Quoi Neuf, j'ai décidé de vous proposer mon top 10 des jeux les plus anticipés, les plus attendus ou qui m'intriguent le plus, dont il a été question à SN 2020 il y a de cela quelques jours. Ça prendra cette vidéo la forme d'un top 10, alors 10 jeux en différentes positions et on aura également une mention honorable. Alors, je tiens à préciser quelque chose, c'est que premièrement, je n'ai pas passé en revue la liste exhaustive de tous les titres. J'ai tout simplement rempli ma liste avec les jeux qui m'excitaient, qui m'intriguaient, des jeux dont j'ai entendu parler. Oui, j'ai fait bien évidemment un peu de recherche pour avoir des comparatifs et tout ça, mais il y a peut-être bien des jeux qui m'ont passé sous les yeux ou sous la moustache. Alors, s'il y a selon vous un titre incontournable et que je n'en ai pas parlé, premièrement, pardonnez-moi, et deuxièmement, écrivez-moi-le dans les commentaires, ça me fera plaisir de me renseigner sur les titres que vous jugez incontournables. Commençons ce top 10 avec ma mention honorable qui est un jeu pour lequel il n'y a pas beaucoup d'informations de sortie encore. Par contre, la brochette d'auteur derrière ce titre m'intrigue déjà. Alors, il s'agit de Golem. C'est un jeu qui nous est proposé par le même trio d'auteurs qui avait travaillé sur Grand Austria Hotel. Alors, Grand Austria Hotel qui est un jeu excellent que j'aime beaucoup, surtout à 2 joueurs. Une durée quand même assez longue, là, de 90 à 120 minutes, 1h30 à 2h, 1 à 4 joueurs. Et pour l'instant, les seules images qu'on a sont des représentations digitales. Je sais qu'il y a eu quelques vidéos en italien sur des plateformes comme Tabletop Simulator, Tabletopia. C'est un jeu de draft de dés, alors je suppose qu'on aura des dés à lancer, qu'on pourra en sélectionner. Et c'est une thématique qui reprend une légende datant du 16e siècle au sujet du golem de Prague, une espèce d'immense, une colossale créature d'argile qui était animé par, je ne sais pas si c'était un sortilège ou de l'alchimie pour protéger la ville de ses assaillants. Alors j'ai bien hâte, c'est ma mention honorable. C'est l'heure de commencer pour vrai notre top 10 et en 10e place, nous retrouvons Anno 1800. Il s'agit d'un jeu de Martin Wallace, un jeu pour 2 à 4 joueurs, une durée approximative de 120 minutes. Martin Wallace qui, avec ses derniers titres, m'a laissé un peu de glace. Rocketman que j'ai trouvé intéressant, mais manquait un petit quelque chose pour en faire un jeu qui était digne de ce qu'on connaît pour être l'œuvre de Wallace habituellement. Alors c'est un jeu qui est basé ultimement sur un jeu vidéo d'Ubisoft du même nom. C'est un jeu de développement d'une ville sur une petite île où on devra, entre autres, gérer les besoins de notre population, répartir efficacement nos fermiers, nos ouvriers, nos investisseurs, nos artisans. La qualité du matériel, selon les quelques images et critiques que j'ai lues, c'est un des gros commentaires négatifs. On a des cubes pour représenter la population, des cubes qui peuvent vraiment bloquer la vue de certaines tuiles. Je pense que je suis pas mal sûr que c'est dans ce jeu-là également qu'on a les plus petites tuiles de ressources que j'ai vues de ma vie. Je ne sais pas si on va les voir sur les photos. Ah oui, peut-être sur celle-ci. Ouais, justement ici, là. Alors, des minuscules petites tuiles qui ont l'air vraiment
toute petite et mince, j'ai aucune idée, là. Mais pour l'instant, Anno 1800, les critiques sont assez décevantes. Mais pourquoi je l'ai mis alors dans mon top 10? C'est parce que j'ai tout de même des attentes envers ce jeu. J'ai un intérêt qui est piqué avec un jeu basé sur un jeu de développement d'une ville, un jeu vidéo. Je suis très intrigué malgré les critiques générales. Alors ça, c'est mon jeu en position numéro 10. En position numéro 9, je crois que je vais vous surprendre avec mon top parce que j'ai des gros jeux, j'ai des jeux également pour lesquels je n'ai presque pas d'informations mais que je suis intrigué et j'ai également des petits jeux qui me semblent bien intéressants. Mon numéro 9, c'en est un bon exemple, il s'agit de Monster Expedition. C'est un jeu d'Alexander Pfister, un auteur que j'aime à la folie qui est derrière Grand Austria Hotel, Isle of Skye, Mombasa, Maracaibo également. Et là, il nous propose un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes. Un jeu qui est relativement assez simple et c'est un jeu de dés. Oui, Alexander Pfister qui est derrière un jeu de dés. Et moi, ça vient piquer ma curiosité. C'est un jeu Monster Expedition qui nous plonge dans le même univers que le jeu Carnival of Monsters, un jeu qui était initialement de Richard Garfield. Dans ce jeu, on va être amené à construire des campements pour poursuivre notre expédition dans l'univers dans lequel on est plongé pour capturer des monstres et également pour utiliser les capacités des monstres qu'on a précédemment capturés. C'est la première fois que Pfister fait un jeu de dés. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des dés comme mécanisme principal dans certains de ces titres auxquels je n'ai pas joué. Et si j'ai bien compris le principe du jeu, les grandes lignes de ce dernier, les joueurs vont avoir accès à un certain nombre de dés de différentes couleurs et de différentes valeurs. Alors les dés noirs n'auront pas la même répartition des valeurs sur ces faces que les dés verts, les dés bleus ou les dés jaunes par exemple. Après leur premier lancer, les joueurs vont devoir choisir une valeur sur les dés qu'ils ont devant les yeux et mettre de côté tous les dés de cette valeur. Et là, on a un mécanisme de push your luck. Le joueur peut décider d'arrêter et de se contenter des dés qu'il a mis de côté ou peut décider de pousser sa chance et de tenter un deuxième lancer. Si le joueur roule un dé et obtient une valeur qu'il a déjà mise de côté. Alors par exemple, j'ai mis de côté les dés de valeur 4 et parmi les dés que je relance, j'obtiens un 4, eh bien je vais perdre non seulement le 4 qui est devant moi, mais également un des 4 que j'ai mis de côté. Et qu'est-ce qu'on pourra faire avec nos dés? On va pouvoir ultimement aller capturer des monstres. On pourra également améliorer nos campements pour pouvoir lancer plus de dés, aller chercher des dés peut-être plus efficaces. Alors, ce petit mélange de lancer de dés, de gestion du risque, push your luck, ça m'intrigue. Alors, c'est mon jeu en 9e place, Monster Expedition. En 8e place, j'ai un jeu qui, selon moi, je ne sais pas s'il est vraiment connu, si les gens l'ont surveillé à la suite des scènes. Il s'agit de Merv, The Heart of the Silk Road. Merv, le cœur de la route de soie. Alors, il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 60 à 75 minutes. C'est le même auteur qui est derrière Kalimala, Ragusa également, deux jeux auxquels je n'ai pas joué mais qui m'intriguaient beaucoup. C'est un jeu économique mais vraiment accessible. Donc ça m'intrigue vraiment. C'est un jeu où on doit, la thématique, être amené à participer à la construction de la route de soie, soit un réseau commercial entre l'Asie et l'Europe pour nous permettre de remporter la partie. Mais en même temps, on doit également participer à la construction des fortifications autour de la ville. Je crois que je vais pouvoir vous le montrer sur une des images. D'ailleurs, le jeu est illustré par Ian O'Toole, qu'on connaît pour, entre autres, récemment avoir travaillé sur les illustrations des jeux de Vital Lacerda. C'est magnifique. Et on a la possibilité de construire des petites murailles, des fortifications et des murs pour
pour protéger notre ville contre l'éventuelle attaque des hordes mongoles, rien de moins. Et là, c'est vraiment, dans ma compréhension, une espèce de travail semi-coopératif, parce que oui, on veut faire notre petit bout de chemin dans la participation de la construction de la route de soie, mais on doit également s'assurer que la ville est assez bien garnie pour ne pas brûler sous les flammes. C'est la compagnie d'édition Osprey Games qui est derrière ce titre. Et je suis un peu déçu, il faut dire, parce que Osprey Games n'a vraiment pas mis de l'avant ce titre. Vraiment aucune promotion sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. On n'en a pas entendu vraiment parler dans les conventions, bien qu'il n'y ait pas eu vraiment beaucoup de conventions dernièrement. Pas de vidéos, pas de publications. Mais bon, c'est un peu la façon de faire chez Osprey Games habituellement. Alors c'est sûr que moi je vais y jeter un coup d'œil parce que je suis bien intéressé. En 7e place, on a un jeu qui est uniquement pour joueurs solo. Alors, impossible d'y jouer à 2 joueurs, à 3 ou à 4. C'est un joueur seulement. Il s'agit de Under Falling Skies. Un jeu pour un joueur d'une durée approximative de 20 à 40 minutes et on est dans une thématique qui nous rappelle étrangement Space Invaders. Alors laissez-moi vous montrer quelques illustrations juste ici. On voit la boîte et le plateau de jeu modulaire qui va pouvoir être transformé parce que c'est un jeu pour solitaire seulement et on a une campagne multi-mission. Alors, on pourra progresser, je ne sais pas exactement il y a combien de missions. À notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va lancer des dés et on va les placer, ces dés-là, sur les différents emplacements qu'on voit justement dans la base militaire sur la Terre, juste en bas du plateau individuel du joueur, afin de défendre notre planète contre rien de moins que des vaisseaux envahisseurs extraterrestres venus de l'espace. Et plus la valeur du dé qu'on place sur notre plateau est élevée, plus l'action sera puissante, mais en contrepartie, l'envahisseur va pouvoir progresser plus rapidement vers la Terre. Alors sur les illustrations, on voit là qu'il y a différentes colonnes. Quand on met un dé dans une colonne, comme par exemple le dé 5 qui est à gauche, gris, eh bien on ferait avancer le vaisseau qui est dans cette colonne de 5 emplacements, ce qui va le rapprocher dangereusement de la Terre. Et selon l'emplacement où le vaisseau va terminer sa course, il y a différentes choses qui peuvent arriver. On peut faire toutes sortes d'actions et plus on progressera dans la campagne, plus on débloquera de nouveaux plateaux, de nouvelles possibilités. Alors ça, moi, ça m'intrigue, une petite campagne en solitaire avec un jeu qui se veut tout de même assez simple mais qui représente un bon casse-tête. En 6e place, je vous présente un jeu qui m'intrigue bien. J'aime beaucoup le look du visuel de la boîte couverture. Il s'agit de Furnace. Furnace est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est également un jeu du même auteur que Smartphone Inc. Une durée approximative de 30 à 60 minutes. Alors un jeu qui est tout de même assez rapide, un jeu assez accessible, somme toute. Également, je vais vous montrer quelques illustrations. C'est principalement un jeu de cartes, un jeu de construction d'un engin, de engine building, ainsi qu'un jeu d'enchères. Et si vous suivez la chaîne depuis un bon moment, vous savez que je ne suis pas un grand amateur des jeux d'enchères habituellement, mais j'ai espérance que celui-ci se distinguera un peu. Alors, on représente des investisseurs au 19e siècle qui doivent démarrer des industries, investir pour acquérir de nouvelles compagnies, extraire des ressources et les transformer. C'est un jeu hyper simple, on a plusieurs cartes d'industrie qui sont disponibles sur une rivière de cartes devant nous et à tour de rôle, les joueurs vont placer un de leurs jetons sur les différentes cartes qui se trouvent devant tout le monde. On a 4 jetons de valeur 1, 2, 3 ou 4. Plus la valeur est haute et plus on aura des chances de récupérer, de remporter l'enchère. Alors si je mets mon jeton 4 sur une carte devant moi, je suis presque assuré de gagner celle-ci. Mais aussi,
plus notre jeton a une forte valeur, plus la compensation sera élevée si on ne remporte pas l'enchère. Alors ça, pour moi, c'est bien intéressant parce que je peux vouloir mettre un 3 sur une carte que je pense que toi, tu veux vraiment. Et moi, je n'en veux vraiment pas de cette carte-là, mais je voudrais vraiment pouvoir profiter de la compensation. Alors peut-être que ça va te forcer de mettre ton jeton 4 pour récupérer la carte. Ou alors, tu vas me laisser récupérer la carte et moi, je vais être prise avec une carte que je ne voulais pas parce que si tu récupères la carte et que moi, comme compensation, j'ai laissé mon jeton 3, je vais récupérer 3 fois la compensation qui était illustrée sur cette carte. Alors, le mécanisme d'enchère ici avec les compensations, avec le fait qu'on peut récupérer les cartes industrie qu'on va placer devant nous, qu'on va pouvoir activer à notre tour dans l'ordre de notre choix pour transformer nos ressources, peut-être les améliorer également pour les rendre plus efficaces. Ça a l'air très simple, mais vraiment fonctionnel. Alors, je suis très curieux, encore une fois, pour ce jeu qui se trouve en 6e place. Continuons avec la 5e place, une série que j'apprécie découvrir à chaque fois qu'un nouveau titre ou presque sort. Il s'agit de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Alors comme on le voit ici, il s'agira d'un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 60 à 90 minutes. Alors ça, on aime ça quand c'est pas trop long, quand ça ne s'étire pas trop. Encore une fois, un duo entre Shem Phillips et S.J. McDonald. Et un jeu qui me semble être tout de même assez lourd. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il est plus lourd que Architecte ainsi que Paladin du Royaume de l'Ouest. Je vais vous montrer quelques images du jeu. Alors, on a beaucoup de choses. On a un plateau modulaire auquel du centre se trouve une espèce de petit château, de royaume. C'est un jeu de gestion de ressources, de deck building, et on a justement le plateau circulaire qui va former une rondelle. On pourra récupérer des cartes que nous allons devoir jouer à notre tour pour déplacer notre vicomte, l'espèce de petit chevalier qu'on voit à l'écran. On pourrait effectuer l'action de l'emplacement où celui-ci s'arrête sur le plateau modulaire au centre de la table. Certains emplacements nous laissent récupérer des ressources, d'autres construire des bâtiments, d'autres récupérer des manuscrits, envoyer des ouvriers dans le château central. Et dans l'espèce de château central, on va avoir une espèce de petit mini-jeu de contrôle de territoire à l'intérieur de ce dernier. On aura également une piste de moralité qui va marquer l'avancement de nos bons et de nos mauvais choix, entre guillemets. On aura un marqueur blanc, un marqueur noir, et ceux-ci vont progresser jusqu'à ce qu'il y ait un impact entre les deux marqueurs. Et à ce moment, le joueur actif va pouvoir récupérer des récompenses selon l'emplacement où les deux marqueurs se sont croisés, mais également donner des précieuses récompenses à tous les autres joueurs. Alors ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que parfois dans les jeux de cette série, il manque un peu d'interaction entre les joueurs, sauf dans Architecte qui, selon moi, a été bien équilibré. On verra. Surtout l'aspect de deck building qui a vraiment l'air d'être un gros plus côté rejouabilité. Là, on voit ici, j'ai évidemment fait un survol rapide du jeu. Je n'ai pas parlé du plateau individuel des joueurs et tout ce qu'on peut débloquer là-dessus. Les cartes qu'on va avoir devant nous également, il y en a qui vont être passives, il y en a qui vont nous donner des avantages immédiatement, des avantages lorsqu'on va les défausser, donc techniquement 3 tours après les avoir joués. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à prendre en considération dans Vicomte du Royaume de l'Ouest. J'ai bien hâte de le découvrir. En 4e place, on a un incontournable. Il s'agit de Bonfire, le prochain jeu de Stefan Feld, un 1 à 4 joueurs, durée de 70 à 100 minutes. Bon, le look du jeu, parlons-en immédiatement. Alors non, premièrement, ce n'est pas un Ravensburger comme la plupart des plus vieux jeux de Stefan Feld, mais on reste tout de même, je trouve, là, à mon goût, avec un look qui laisse un peu à désirer, je dirais. Là, c'est vraiment pas mon style d'illustration, si on veut. Là. Je trouve que c'est un peu plus coloré. Je parle pas de la variété du matériel, mais juste le look en général.
je ne suis pas un grand fan. Côté matériel, il y a un bof également. Là. Je pense qu'on a les plus petits tokens de carton de la planète. Entre ça et Anno 1800, j'ai hâte de voir la comparaison entre les petits bouts de carton. Mais l'expérience de jeu, et c'est ça qui m'intimide ou qui m'éblouit toujours avec Stefan Feld, c'est qu'il réussit à faire des jeux avec des composantes qui laissent à désirer, une thématique qui est seulement en surface, un look qui est très très bof, mais le gameplay est souvent unique ou exceptionnel. Alors dans Bonfire, les joueurs vont devoir réaliser les tâches que les gardiens vont leur confier afin de rallumer les feux mythiques protecteurs de la ville. Et pour ça, ils vont pouvoir développer, on le voit sur l'image, leur plateau individuel en y ajoutant toutes sortes de petites tuiles d'opportunités qui vont former une espèce de ribambelle ou de petits réseaux de tuiles. Ce sont ces tuiles qui pourront nous servir à effectuer des actions de plus en plus fortes au cours de la partie lorsqu'on va réussir à faire connecter deux icônes d'action adjacentes. Plus on réussit à connecter des icônes identiques, plus nos actions en cours de partie seront puissantes. J'aime beaucoup l'idée de construire mon plateau de jeu en cours de partie. C'est pas la première fois que Stefan Feld fait ça. On pense à Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, Carpe Diem, Forum Trajanum. Je pense que c'est un principe que Feld utilise beaucoup. Je dois dire que j'ai quand même beaucoup d'attentes pour ce prochain jeu de Feld, comme la plupart des titres qu'il annonce, mais j'ai vraiment dans mes attentes que ce sera mon nouveau jeu préféré de Stefan Feld. Bon, pas au niveau des châteaux de Bourgogne, là, entendons-nous, mais dans ces jeux récents, là, j'ai quelques petites déceptions, mais j'ai espérance qu'on va réinitialiser la carte avec celui-là. En troisième place, nous avons The Red Cathedral, un jeu pour 1 à 4 joueurs, d'une durée de 30 à 120 minutes, et ça a l'air vraiment spécial comme jeu, avec le mélange de mécanismes. Ça a l'air vraiment d'un mélange particulier. Je vous montre quelques illustrations ici et là. On a une espèce de petite rondelle. On va avoir, je ne sais pas si je peux vous montrer. Bon, ça c'est une partie du plateau individuel des joueurs. J'aurais voulu vous montrer la cathédrale. Mais il n'y a pas beaucoup d'images. Ah, j'en ai une ici. Du jeu. Bon, ça, c'est une image du prototype. Alors, vous devrez rester concentré, là. C'est un peu plus beau que ça, la version finale, mais il y a un look quand même particulier. Alors, prenez là une photo mentale du principe ici des cartes qui composent différentes colonnes et tout ça. Alors, à chaque partie, on aura là, une disposition un peu différente de la cathédrale qu'on devra construire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans Red Cathedral? Bon, premièrement, on doit travailler ensemble pour construire la cathédrale Saint-Basile de Moscou. On a un plateau, là, celui en forme de cercle qu'on a vu un peu plus tôt, avec 8 sections où on peut décider, c'est une des actions qu'on peut décider d'effectuer, on peut faire progresser des dés pour récupérer des ressources. Si le dé que l'on déplace, parce qu'on va le déplacer de la valeur qui est indiquée sur le dé. Si c'est indiqué 3, je le déplace de 3 sections. Si le dé arrive dans une section où il y a déjà un dé, on obtient la récompense en question en double. S'il est tout seul, ben, seulement une fois. S'il y a 3 dés, la récompense, vous l'avez deviné, en triple. Et en plus du bonus du cadran où se trouve le dé. Alors évidemment, là, il y a un mécanisme d'accumulation de dés. On veut essayer de prévoir où nos dés vont aboutir. On peut également récupérer des tuiles qui vont nous permettre de préparer la construction de certaines parties de la cathédrale. Alors on peut décider de réserver certaines tuiles qui vont donner des avantages, des améliorations comme une porte
cartes, comme des vitraux, comme une croix, comme des drapeaux également, je crois. On va pouvoir placer ça temporairement sur notre plateau et plus tard décider de les mettre en place. Et c'est là que la cathédrale va commencer à prendre vie. On va retourner les cartes, on va donc voir des parties de la cathédrale, on va pouvoir décider de les décorer. C'est des mécanismes qu'on connaît bien tout de même, mais un mélange assez intriguant. J'en connais pas plus, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, mais mon intérêt est vraiment sur ce jeu. Ok, pour la deuxième place, là, on y va vraiment avec du bonbon. Il s'agit de Lost Ruins of Arnak, un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes. Et je vais vous montrer une vue d'ensemble, pourquoi pas, du jeu. Alors ici, on a l'équivalent de l'arrière de la boîte, le plateau d'expédition, d'exploration. Et on va, prendre ça ici là, avec notre plateau individuel dans le bas pour nous donner une bonne idée de ce à quoi le jeu ressemble. Et c'est un jeu qui mélange un mécanisme de deck building et de placement d'ouvriers. L'aspect deck building et placement d'ouvriers, les deux ensemble, il faut dire que j'aime beaucoup cette idée, ce duo. Et on aura un deck dans ce jeu qui sera très très mince. N'allez pas croire qu'on va se construire un deck d'une quarantaine de cartes. Non, on va vraiment rester avec un petit paquet de cartes. On a un certain nombre, je pense 10 cartes dès le départ et en cours de partie, on pourra en ajouter, là, je crois, une par tour maximum si on décide d'aller en chercher une. Et l'aspect deck building a quelques petites twists que je trouve intéressantes. Entre autres, à la fin de notre tour, on va prendre uniquement les cartes qu'on a jouées, on va les mélanger face cachée et on va les remettre immédiatement sous notre paquet. Pas besoin d'attendre que la pioche soit vide, comme dans la plupart des deck builders. Il existe deux types de cartes également qu'on peut acheter. Il y a les cartes artefacts et il y a également les cartes objets. Les cartes artefacts, on peut les utiliser immédiatement après les avoir récupérées, après les avoir achetées, mais on va les défausser. Et après ça, à la fin de notre tour, on va les mélanger, toutes les cartes qu'on a jouées, on va mettre ça sous notre paquet. Alors que les cartes objets, on ne peut pas les utiliser tout de suite quand on les récupère, mais dès qu'on l'achète, on va la mettre sous notre paquet et à la fin de notre tour, toutes les autres cartes qu'on a jouées, on va les mélanger, on va les mettre sous celle-ci. Ce qui veut dire que la carte objet va revenir dans nos mains plus rapidement. On peut également choisir une zone d'exploration pour tenter d'y découvrir des anciennes ruines, combattre de puissants gardiens, on peut aller fouiller des zones pour y récupérer des ressources, on peut faire de la recherche pour avancer notre marqueur de loupe, pour récupérer des petites récompenses très rapidement, ou alors on peut essayer de faire progresser notre marqueur loupe et notre marqueur carnet de notes simultanément pour avancer plus lentement mais obtenir de puissants assistants qui pourront nous aider pour le reste de la partie. C'est un jeu de Lost Ruins of Arnak qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte d'y jouer. Je ne connais rien sur la version en solitaire. J'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte d'y jouer à plusieurs joueurs. Alors moi, je suis complètement excité par ce jeu. Et on est rendu à la position numéro 1, le jeu qui suscite en moi le plus grand intérêt, curiosité, enthousiasme. C'est un vrai gros jeu, un casse-tête dans une boîte. Et là, je vais peut-être avoir besoin de votre aide pour la prononciation du titre. Il s'agit de Praga Caput Regni, quelque chose comme ça. Un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes, intéressant. 30 à 120 minutes. Un jeu de Monsieur Vladimir Suchy qu'on connaît pour avoir travaillé sur des jeux comme Last Will, Underwater Cities et également Pulsar. C'est vraiment un très très gros jeu et je vais attirer votre attention sur certains éléments du matériel. Alors ici on a des espèces de petites estrades en 3 dimensions, même si ici c'est une photo digitale. On a également un pont juste ici avec un petit support et je vais vous montrer... je vais essayer de vous montrer une photo avec le plateau principal
Peut-être que celle-là pourrait nous donner une bonne idée. Oui, parce qu'on voit en haut à droite une roulette qui va nous aider à effectuer nos actions à chaque tour. Et ça, c'est très important et je ne pourrai pas, je vous avertis, je ne pourrai pas vous parler de tout ce que ce jeu-là propose, mais on représente des riches citoyens qui prennent part au financement et à la construction des bâtiments importants dans la ville de Prague à l'époque médiévale. On a dans le coin en haut à droite justement notre fameuse roulette sur laquelle va toujours se trouver 6 tuiles d'action. On peut avoir des tuiles génériques ou les tuiles avancées qui vont être un peu plus asymétriques. On décide en début de partie ce qu'on préfère. Et à notre tour, on va en récupérer une de ces tuiles et selon la zone où elle se trouve, il est possible qu'on doive payer un coût. Par exemple, si c'est une tuile qui vient de revenir en jeu, on devra payer. C'est possible qu'on n'ait rien à payer ou qu'on n'ait pas de récompense si c'est une tuile qui a progressé un peu pendant quelques tours, et c'est possible qu'on récupère de grandes récompenses pour récupérer cette tuile-là si pendant plusieurs tours, aucun joueur ne l'a réclamé. En plus, pendant notre tour, on peut bénéficier du bonus qui est illustré sur l'emplacement où on a récupéré la tuile. Alors, on a un coût pour la récupérer ou un bénéfice, et on a en plus un bonus qu'on peut utiliser n'importe quand dans notre tour. Sur chaque tuile se trouvent 2 actions, et à notre tour, on ne doit en choisir qu'une. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, cette phrase-là. En tout cas, c'est un super gros jeu. Il y a une tonne, 6 actions au final, mais chaque action va découler sur autre chose, peuvent être interreliées ensemble. C'est énorme comme jeu, ça a l'air d'être un véritable casse-tête qui va me faire saigner du nez. Le look, je le trouve correct, là, les illustrations, on voit ici là, justement très bien la roulette, mais je trouve qu'il y a eu vraiment un souci du côté matériel, là, de faire des petits trucs 3D. On a la roulette avec des petits trous, si on veut, à l'intérieur. Elle a été incurvé, ou je sais, il y a un mot que je cherche là, mais bref, il y a une double épaisseur pour qu'on puisse placer nos tuiles, et c'est la même chose pour les plateaux individuels. On va avoir une double épaisseur pour placer nos tuiles, et on aura même 2 petites roulettes également qu'on va pouvoir ajuster en cours de partie. Alors il y a vraiment eu un souci côté matériel. Bon, je suis presque convaincu que la qualité de ce matériel, l'épaisseur et tout ça ne sera pas à s'en jeter par terre, mais je lève mon chapeau, je souligne l'effort, le souci qu'il y a eu, et vraiment je suis emballé par ce gros jeu. Vous savez à quel point je suis un fan des jeux qui me font saigner du nez. Là, du sang dans ma moustache, je sais pas trop comment je vais dealer avec ça, mais je vais m'en occuper lorsque viendra le temps. Alors voilà le jeu qui se trouve en position numéro 1 pour moi. Alors voilà pour mon top 10 des jeux qui ont piqué le plus ma curiosité suite à la convention SN Digital 2020. Bien évidemment, comme je le disais dans l'introduction, j'ai probablement passé à côté de titres incontournable. Et là, vous devez vous mordre les doigts et vous retenir de ne pas appuyer sur le pouce vers le bas. Alors, je vous invite à me laisser un commentaire, m'inscrire. Quelle est votre liste des jeux les plus attendus des prochains mois ou qui ont été annoncés à SN ou qui ont été tout simplement réannoncés parce qu'on savait déjà qu'ils allaient sortir bientôt? Ça m'intéresse de savoir ce qui vous intrigue. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la formule d'aujourd'hui et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.